Découvrez le secret qui transformera votre vie en un clin d'œil, sagesse juive. Vous êtes-vous déjà levé le matin et senti comme si quelqu'un avait recouvert vos pensées d'un voile gris? Tout semble normal à l'extérieur, le travail, les sourires, les conversations. Mais à l'intérieur il y a ce poids, cette fatigue sourde qui ne répond ni au café, ni au week-end. J'ai vécu cela pendant des années. Je vais vous raconter comment, au milieu d'une routine épuisante, j'ai rencontré un rabbin qui m'a offert un secret ancestral, une pratique si simple qu'elle tient dans la paume de la main, littéralement, et qui a commencé, nuit après nuit, à dissoudre ce brouillard. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, c'est un chemin patient, symbolique et pratique, ancré dans une tradition. Si ces mots résonnent déjà en vous, restez avec moi jusqu'au bout. Je vous indiquerai pas à pas comment commencer. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Je coupe tout lien avec ce qui m'attaque et je récupère ma force maintenant. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants. Pendant longtemps je pensais que ma vie était une façade solide. Les factures étaient sans payer, les réunions se faisaient, les amis passaient, mais au fond, j'avais l'impression de flotter à côté de moi-même. Mon énergie ne revenait jamais complètement. Les matins étaient des répétitions mécaniques. J'avais l'impression d'être habité par une corde invisible qui tirait mon centre vers l'extérieur, m'empêchant de m'ancrer. Parfois, au milieu de la journée, une nébulosité s'installait, comme si l'air autour de mes pensées était embué. J'essayais méditation, promenade, podcast sur le bien-être. Cela aidait, temporairement, mais la fatigue revenait, en couche. Un jour, alors que je sortais d'une synagogue où j'étais resté plus longtemps que prévu, je suis resté à discuter avec un homme plus âgé, un rabbin local que certains appelaient respectueusement le vieux du quartier. Il avait un regard calme, et sa voix semblait porter des années d'écoute. Je lui ai raconté, avec embarras, que je me sentais perdu au milieu d'une vie qui avait tout pour être normale. Il m'a écouté sans juger. Puis il a souri doucement et m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Le centre de toutes nos histoires est souvent plus bas qu'on ne pense. Regarde ton nombril. J'ai ri intérieurement, pensant que c'était une métaphore. Il n'a pas démenti. Il m'a parlé d'une lecture traditionnelle, populaire chez certains sages, selon laquelle le nombril, le lieu où nous avons été reliés à notre mère, conserve une mémoire, une archive des premières tensions et des premières empreintes. Ce n'est pas une vérité scientifique à confondre avec un diagnostic médical. C'est une sagesse symbolique et pratique. Traiter ce centre comme un lieu sacré, comme un point d'accès à nos mémoires profondes. Il m'a invité à essayer quelque chose d'aussi simple que d'inhale et d'exhale. Poser la main sur le nombril, respirer en comptant et formuler une intention. Tu seras surpris de ce que l'attention portée à ce point peut libérer, a-t-il dit. Je n'étais pas convaincu mais j'étais prête à essayer. Je ne savais pas encore que ce geste, répété avec soin et patience, allait constituer le premier mouvement d'une transformation discrète. Avant d'aller plus loin, si ce récit commence à toucher quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres pratiques ancestrales expliquées pas à pas. Je partage ces techniques comme une personne qui a testé, expérimenté et adapté, pas comme une autorité qui impose. Je vous invite à marcher avec prudence et curiosité. La première nuit où j'ai posé la main sur mon ventre, j'ai senti une chaleur douce, comme si la peau se souvenait d'un contact oublié. Voici la pratique que le rabbin m'a apprise, expliquée avec précision. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme. Choisissez une position confortable. Si vous êtes allongé, les genoux légèrement pliés aident à relâcher les muscles de l'abdomen. Placez la paume de votre main droite, ou de la main qui vous semble la plus réconfortante, directement sur votre nombril. Fermez les yeux. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4. Laissez l'air remplir le bas de votre ventre. Ressentez le mouvement comme une vague qui va et vient. Expirez ensuite lentement en comptant jusqu'à 6, laissant le souffle emporter avec lui toute tension. Répétez ce cycle pendant 5 minutes au début. Après quelques jours, augmentez progressivement jusqu'à 10 minutes. Avant chaque série, formulez intérieurement votre intention. Vous pouvez dire doucement « Je libère ce qui n'est pas mien » ou « Je récupère mon énergie ». Le rabbin recommandait une formule courte, simple, répétée avec honnêteté plutôt qu'avec espoir pressé. Le compte 4-6 est important car il prolonge l'expiration, invitant le système nerveux à basculer vers le calme. Ce rythme n'est pas magique. Il est une proposition physiologique qui favorise le relâchement. Mais couplé à l'attention portée au nombril, il devient un rituel symbolique. Nous venons toucher le nœud où notre première relation corporelle s'est nouée, et nous offrons à ce point
une parole et une respiration. Le rabbin m'a conseillé de maintenir la pratique pendant au moins 21 nuits consécutives. 21 jours n'est pas une règle arbitraire. C'est un cadre qui permet à l'habitude de s'installer et à la mémoire corporelle de se défaire par petites couches. Il a expliqué, avec l'humilité de qui n'impose rien, que certains ressentiraient un changement dès la première semaine. D'autres mettront plus de temps. Les processus intérieurs travaillent en couches, m'a-t-il dit. On enlève un voile, le suivant peut demander sa propre patience. J'ai accepté l'engagement. 21 nuits, chaque soir avant de m'endormir, poser la main, respirer, dire l'intention. Rien d'autre. Les premiers jours, j'ai noté de petites choses, une sensation plus légère après la pratique, un sommeil moins agité, un léger déplacement d'humeur le lendemain matin, une zone d'espace, comme si un meuble avait été remis à sa place dans ma tête. Au bout de 2 semaines, j'ai ressenti comme si des coins de ma vie intérieure avaient cessé de vibrer à vide. Ce n'était pas spectaculaire, mais tangible. Plus de présence, un peu plus d'élan. C'était comme si, en retrouvant mon centre, j'avais récupéré quelques réserves d'énergie que j'avais données sans m'en rendre compte. Et lorsque les doutes revenaient, car ils revenaient, je revenais à ma paume sur le nombril. Le rabbin m'a aussi donné des variations pratiques, adaptées aux jours plus difficiles. Si vous avez des nuits où l'anxiété rend la respiration coupée, commencez par 3 respirations profondes en soutien, puis arrêtez la technique formelle et restez simplement en contact, en posant votre main sur le nombril comme on tient une main amie. Si vous partagez un lit et que votre partenaire est inquiet, expliquez-lui simplement « Je fais un geste pour me recentrer » et demandez son accord. Si vous vivez avec des enfants en bas âge, soyez vigilants avec les pots de miel et autres éléments rituels que nous aborderons plus tard. Si vous avez des symptômes physiques préoccupants, consultez un médecin. Cette pratique complète, elle ne remplace pas une évaluation médicale. Au fil des nuits, j'ai entendu des récits semblables autour de moi, comme des échos qui confirmaient que je n'étais pas seul dans cette quête. Sarah, une amie qui travaille à l'hôpital, m'a dit un matin, après seulement 1 semaine, j'ai remarqué que je pouvais prendre des décisions sans ce bouillonnement d'hésitation. C'est comme si mon cerveau avait recouvré un peu de calme. Léa, qui avait traversé un burn-out discret, a partagé « Les 3 premières nuits m'ont fait pleurer sans raison claire. Ensuite, il y a eu une semaine de fatigue, puis une première matinée où j'ai apprécié le café pour la saveur, pas seulement pour me réveiller. » Myriam, qui habite seule et qui craignait les pratiques trop spirituelles, a été surprise. Ce geste, si simple, m'a aidé à revenir dans mon corps. Je me sens moins flottante. Ces témoignages ne sont pas des preuves scientifiques, ce sont des voix humaines qui parlent de transformations graduelles, imparfaites, parfois en dents de scie. Après la phase initiale centrée sur le corps, le rabbin a élargi le travail vers le foyer. Le centre doit parler au lieu où tu vis, m'a-t-il expliqué. Si tu prends soin de ton nombril, prends aussi soin de l'espace qui t'entoure, la maison écoute. Dans la tradition juive, le miel porte une symbolique puissante. On pense au miel à Rosh Hashanah, où l'on souhaite une année douce, et à l'expression biblique, une terre promise qui coule de lait et de miel. Le miel, par sa texture et sa douceur, est devenu chez beaucoup de sages un symbole de douceur à attirer dans le quotidien. Une manière concrète de poser une intention d'abondance et de douceur dans les espaces domestiques. Il ne s'agit pas de superstition. Il ne s'agit pas de verser du miel et d'attendre que la vie change sans y mettre de présence. Il s'agit d'un rituel domestique, des gestes simples, répétés avec attention, qui transforment la relation que nous entretenons avec notre lieu de vie. Le rabbin m'a montré 3 emplacements clés à traiter. L'entrée, la cuisine et la chambre. Chaque lieu a une intention spécifique et une manière précise de poser le miel, afin que le geste reste concret et sécuritaire. Pour l'entrée, il m'a demandé d'avoir un petit pot de miel pur, idéalement local, de confiance, et une cuillère propre. Sur le chambranle intérieur de la porte, à hauteur des yeux, il m'a fait mettre une goutte de miel. Pas plus. Pas une couche collante pour attirer les insectes, juste une goutte. En faisant ce geste, il m'a dit d'articuler dès que possible une intention claire, que cette maison soit protégée des énergies qui ne me servent pas. Le sens n'est pas de sceller la porte comme un objet magique, mais de marquer symboliquement l'entrée avec une douceur offerte. Un rappel que ce seuil est un lieu de passage où l'on souhaite la bienveillance. Il a insisté sur la propreté, nettoyer l'excès, ne jamais laisser la goutte s'étaler pour attirer des nuisibles. Pour la cuisine, espace d'abondance et de partage,
Il m'a conseillé de déposer un petit pot contenant 3 cuillères à soupe de miel, couvert, et de le placer dans un coin propre et peu accessible, par exemple sur une étagère haute ou dans un placard destiné aux condiments non périssables. L'intention ici est de soutenir une énergie d'abondance, que ce foyer connaisse suffisance et générosité. 3 cuillères, pas une bassine qui va attirer des fourmis. Le pot doit être caché et scellé, protégé de la chaleur directe et des accès des enfants, et changé toutes les 2 à 3 semaines si l'on souhaite poursuivre. Le geste est discret, symbolique, et surtout, exécuté avec conscience pour éviter tout risque d'hygiène. Dans la chambre, espace du repos et de la vulnérabilité, la pratique est différente. 2 cuillères de miel, placées dans un petit récipient fermé, disposées sous le lit, mais protégées par un récipient plus grand, une boîte scellée, pour éviter tout contact indésirable. Là encore, l'intention se formule avant le geste. Que mon sommeil soit réparateur, que le repos me retrouve. Si vous partagez votre lit, assurez-vous de l'accord de votre partenaire. Si vous habitez un studio, choisissez un coin qui vous appartient symboliquement. L'idée principale est d'infuser la chambre d'une intention de douceur, sans mettre le miel en contact direct avec le linge ou la peau. Quand j'ai commencé ces gestes, j'ai été frappé par la délicatesse requise. Il ne s'agit pas d'engloutir de grandes quantités de miel partout, mais de déposer une douceur mesurée et consciente. Le rabbin m'a répété une règle simple. Moins peut être plus. Le geste minimal, répété avec intention, parle davantage que l'excès. Il a aussi insisté sur la qualité. Cherche du miel qui a une origine certaine. Les produits artisanaux, locaux, sont préférables. Évite les mélanges industriels dont la composition est floue. Un miel pur raconte une histoire. La région, les fleurs, le soin de l'apiculteur. Utiliser un miel de qualité, c'est aussi respecter la pratique et ceux qui l'offrent. Les témoignages des personnes qui ont mis en place ces rituels domestiques sont variés et précieux. Sarah, qui vit dans un appartement en ville, a commencé par la goutte sur le chambranle. Elle m'a raconté qu'après quelques jours, les allées et venues chez elle prenaient une tonalité différente. Les visites semblaient plus légères, les paroles plus douces. Léa, qui dirige une petite cantine, a placé le pot de 3 cuillères dans un placard et a dit qu'elle avait remarqué moins de gaspillage. Non pas par magie, mais parce que leur attention aux soins de l'espace avait modifié la façon de gérer les provisions. Myriam, qui dormait mal depuis des mois, a mis les 2 cuillères sous son lit et, au bout d'une semaine, a commencé à remarquer une nuit où elle s'est réveillée moins souvent. Encore une fois, ce n'était pas une guérison miraculeuse, mais un petit déplacement sensible dans la qualité du repos. Il est essentiel ici de rappeler quelques précautions pratiques et éthiques. Ne transformez pas ces gestes en rituels qui mettent en danger la santé. Gardez le miel hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Ne placez pas de miel à même les espaces où il pourrait attirer des insectes dans des maisons présentant des infestations. N'ingérez pas de miel dans un objectif magique si vous êtes allergique ou si vous avez des jeunes enfants chez vous. Les bébés de moins d'1 an ne doivent pas consommer de miel. Si vous vivez dans un logement où la présence de nourriture hors des contenants normaux peut poser des problèmes, colocation, hygiène, adaptez la pratique. Un petit pot fermé, remis dans un placard scellé, ou la substitution d'un geste symbolique non alimentaire peuvent être utilisés. Le rabbin m'a appris à toujours penser en termes de responsabilité. La tradition invite à la douceur, mais pas au danger. Il y a aussi l'élément de l'intention que nous avons déjà mentionné et qui mérite d'être précisé. Avant chaque geste, placez la goutte à l'entrée, déposez le pot dans la cuisine, posez la main sur le nombril. Prenez un moment pour formuler intérieurement ce que vous souhaitez que votre geste porte. Ce ne sont pas des phrases longues. Le rabbin proposait des formules courtes, ressenties plutôt que récitées de façon mécanique. Je choisis la paix ici. Que la douceur circule. Je rends cet espace sûr pour l'amour et le travail. Le poids de la pratique vient de la cohérence entre le geste sensoriel et l'intention intérieure. Après quelques semaines d'attention au centre corporel et aux 3 gestes domestiques, j'ai commencé à remarquer des changements subtils mais persistants. Une capacité plus grande à rester présent lors des repas, des échanges familiaux moins tendus, parfois des nuits où je me réveillais apaisé, sans la lourdeur habituelle. Ces transformations ne sont pas linéaires. Elles arrivent en vagues, elles régressent parfois avant d'avancer. Mais quelque chose bougeait. Une coordination entre l'intérieur et l'espace qui m'entourait. C'est à ce moment-là que le rabbin m'a parlé d'un protocole complémentaire, un peu plus symbolique et qui demandait du temps, un verre de miel, 3 grains de sel, 7 jours.
Cette pratique finale agit comme un point de ralliement pour les énergies que l'on a commencé à travailler. Je précise tout de suite que je vous raconte le protocole tel qu'il m'a été transmis, et non comme une garantie d'effet. Le rabbin insistait, c'est un geste de clôture et d'offrande. Il ne remplace aucun soin. La simplicité du geste en fait sa force, mais sa mise en place demande des précautions et une intention claire. Je ne vais pas détailler ce rituel final maintenant. J'aimerais d'abord que vous vous engagiez aux étapes précédentes, que vous ayez une expérience de votre corps et de votre maison avant d'aller plus loin. Ce que je peux dire ici, avant de continuer, c'est que le rituel du verre réunit symboliquement les éléments. La douceur du miel et la pureté du sel, le contenant qui recueille l'intention, et le temps de 7 jours qui permet à l'énergie de se déposer. Il inclut aussi une restitution à la terre, un acte humble et ancien qui renvoie à la gratitude et à la circulation. Ce que l'on reçoit, on le rend de manière transformée. Si vous n'avez pas de jardin, il existe des alternatives, enterrées dans un pot de fleurs, déposées sous une plante d'intérieur en pot, ou, si vraiment aucune possibilité n'existe, confiez le verre à une terre amie en lieu public avec respect. Mais ces précisions seront pour plus tard, afin que vous puissiez prendre correctement le temps de vous préparer. Avant de poursuivre, une mise en garde importante. Ces pratiques sont symboliques et culturelles. Elles s'inscrivent dans une sagesse juive populaire et domestique, adaptée par des sages contemporains. Elles ont nourri des expériences réelles chez des personnes que je connais. Mais elles ne doivent pas se substituer à un diagnostic médical ou à un accompagnement psychologique lorsque ceux-ci sont nécessaires. Si votre fatigue est extrême, si vous souffrez de symptômes physiques importants, consultez un professionnel de santé. Si vous traversez une détresse mentale profonde, recherchez un soutien qualifié. Ces rituels peuvent accompagner un soin global, ils ne le remplacent pas. Une autre précaution concerne le miel. Privilégiez un miel pur, idéalement local, acheté auprès d'un apiculteur de confiance. Évitez les pots industriels dont la composition est incertaine. Le miel pur a une texture, une odeur, un goût qui vous parle. Si vous doutez de sa qualité, demandez l'origine, la fleur ou la période de récolte. L'intention derrière le geste inclut aussi le respect pour ce que l'on utilise. Quand on offre un pot de miel à l'espace de sa maison, on choisit la qualité. Après ces semaines d'expérimentation, je me suis surprise à parler du rituel à des voisins, à en discuter avec des amis, à noter les changements, certes modestes, mais réels. La suite de mon récit vous mènera au moment précis où j'ai décidé de faire le rituel du verre avec le sel, et à ce que j'ai ressenti pendant ces 7 jours d'attente. Mais ce passage demande que vous soyez déjà entré dans les gestes du centre et des 3 lieux. Il demande surtout de la lenteur. Pour l'instant, posez-vous cette question. Avez-vous essayé, ne serait-ce qu'une fois, de poser la main sur votre nombril et de respirer en comptant? Avez-vous imagé votre seuil, votre cuisine, votre chambre avec une douceur déposée? Si la réponse est non, offrez-vous 21 soirs de pratique simple avant d'aller plus loin. Si la réponse est oui, vous êtes prêts pour la suite, et je vous accompagnerai dans le rituel du verre et dans la manière de entendre ce que la maison vous répond. Avant de clore cette première partie de notre chemin ensemble, laissez-moi revenir encore un instant sur la nature de ce secret. Il n'est pas caché dans un grimoire obscur. Il est transmis, comme beaucoup de savoirs populaires, par le bouche à oreille, par l'expérience collective, et par l'attention portée aux gestes quotidiens. Le nombre 21, les 3 lieux, le verre de 7 jours, tout est symbolique. Ces nombres et ces actes offrent une structure pour la patience, pour l'engagement, pour la répétition. Dans une époque où l'on exige des résultats immédiats, ces rituels remettent l'individu dans le temps. Ils demandent de l'obstination douce. Ils demandent que l'on consente à voir la transformation comme une construction par couches. Je terminerai cette étape en partageant quelques formulations d'intention que vous pouvez emprunter, modifier ou laisser tomber si elles ne vous conviennent pas. Avant chaque geste corporel, je libère ce qui n'est pas mien, ou je reprends mon centre. Avant la goutte à l'entrée, que l'extension du dehors ne transforme pas l'intérieur. Avant le pot dans la cuisine, que nos mains trouvent la mesure de la générosité. Avant la présence sous la chambre, que la nuit me restitue au matin. Ces phrases fonctionnent mieux quand elles sont dites à voix basse, senties, plus que pensées. Elles doivent être des nappes de sens, pas des slogans. Dans la suite de mon histoire, je vous raconterai comment j'ai préparé le verre, les sensations des 7 jours, ce que j'ai vu dans les petites choses du quotidien, et comment, parfois, la maison répond en retour. Je vous expliquerai aussi, précisément,
Comment faire si vous n'avez pas de jardin, si vous partagez votre logement avec d'autres personnes, ou si vous craignez l'aspect alimentaire du rituel? Pour l'instant, prenez soin de votre nombril. Posez la main. Respirez 4 temps. Expirez 6. Répétez pendant 21 soirs. Observez avec douceur. Shalom. La semaine qui a suivi fut tout entière consacrée à ce petit rituel final, celui du verre. Je me suis préparé comme pour une cérémonie intime, non pas avec l'idée d'un spectacle, mais avec la simplicité d'une offrande que l'on pose sur une table et que l'on laisse faire son œuvre. J'ai choisi un bocal en verre propre, simple, sans décoration, suffisamment petit pour que le tiers rempli de miel soit une quantité mesurée et maîtrisable. J'ai versé le miel jusqu'à environ 1/3 du volume du verre. Le rabbin m'avait dit: la mesure est intentionnée. Elle n'est ni trop peu. Le contenant écoute. Puis j'ai pris 3 grains de sel, pas une pincée, 3 grains, symbole de pureté et de contraste. Et je les ai déposés délicatement à la surface du miel. Rien d'extravagant, juste ce petit acte qui dit douceur et clarté, douceur et bordure. Avant de refermer le bocal, j'ai choisi un coin calme de la maison pour le poser, hors de la lumière directe et hors de portée des enfants et des animaux. Le rabbin recommandait de laisser le verre à un endroit où l'on passe sans l'exposer. Un coin de table, un petit meuble discret. J'ai posé ma main sur le verre, comme on pose la main sur une Bible ou sur un objet familier. Et j'ai formulé une intention claire, courte et sentie. Que la douceur que je dépose ici soutienne la circulation de ce qui m'est bon et aide à dissoudre ce qui m'alourdit. Si vous êtes à l'aise avec une formule hébraïque, un simple Baruch Hashem ou Baruch Ata peuvent être employés avec respect. Si vous ne l'êtes pas, dites dans votre langue ce qui vous porte. Le rabbin insistait sur la sincérité plutôt que sur les mots. Mieux vaut une phrase humble et vraie qu'une prière apprise par cœur. Pendant 7 jours, je n'ai pas ouvert le verre. J'ai observé. Chaque matin, je passais devant le coin où il se trouvait, et je posais un regard, parfois un sourire, parfois un remerciement muet. J'ai noté mes rêves, mes états d'âme, les petites choses dans la maison qui se déplaçaient autrement. Ce n'est pas nécessaire de tenir un journal formel, mais j'ai trouvé précieux de consigner une ligne chaque jour. Humeur, qualité du sommeil, quelque chose d'inhabituel survenu dans la journée. Cette attention fine aide à discerner des mouvements subtils dont on oublie souvent la trace. Le premier jour ne fut pas spectaculaire. Le verre semblait seulement être là, immobile, contenant sa densité dorée. Le deuxième jour, j'ai eu un rêve précis. Je me voyais enfant, courant pieds nus sur un sol chaud, et il y avait une sensation de permission nouvelle, comme si une petite porte intérieure s'était entr'ouverte. Le troisième jour, je me suis réveillé avec une petite plainte dans le thorax, une énergie qui bougeait et demandait à descendre. Le quatrième jour, j'ai noté un échange apaisé au petit déjeuner. Une conversation qui, auparavant, aurait pu déraper, a trouvé des mots de soin. Le cinquième jour, une vague de fatigue m'a traversé l'après-midi. Le rabbin avait prévenu. Des remontées émotionnelles peuvent survenir, on les accueille, on ne leur donne pas plus d'importance que nécessaire. Le sixième jour, j'ai eu une intuition. Inviter une personne avec qui j'étais en tension à un échange simple. Le septième jour, j'ai senti une détente plus large, comme si une corde intérieure avait lâché une tension ancienne. Ces mouvements ne sont pas linéaires ni universels. Parfois la semaine peut amener larmes, parfois un rire étrange devant une scène quotidienne, parfois rien d'apparent. Le sens de cette période tient à la répétition et au temps donné. Le verre, rempli de miel et marqué par les 3 grains de sel, est un point de convergence. Il recueille l'intention déposée et la laisse reposer, sans précipitation, avec la patience du temps. Au terme des 7 jours, vient le geste de restitution. Ici encore le rabbin fut précis. Choisir une manière humble et respectueuse de rendre ce que l'on a reçu au monde. Si vous avez un jardin, creusez un petit trou dans une terre qui ne soit pas près de racines fragiles, posez-y le verre et recouvrez-le. Certains préfèrent enlever le verre et verser le miel dans la terre avant de reposer le contenant. D'autres enterrent le pot entier. Je recommande de penser à l'environnement. Si votre région est très fréquentée par des animaux ou si le risque de bris est élevé, préférez verser le contenu et enterrer la substance, puis enlever le verre pour le recycler. Si vous n'avez pas de jardin, enterrez le contenu dans un pot de fleurs dans lequel est plantée une plante robuste, ou remettez le miel au sol d'un arbre dans un espace public autorisé, en veillant à la propreté et au respect du lieu. Évitez de déposer le verre dans une zone protégée,
ou sur un terrain qui n'est pas accessible publiquement. Avant d'accomplir cet acte, prenez un instant. Placez votre main sur la terre où vous allez déposer l'offrande, dites votre mot de gratitude, remerciez. Le rabbin m'avait conseillé une phrase simple à prononcer avant la restitution. Je rends ce que j'ai reçu en remerciement. Que la douceur circule et que la clarté s'établisse. Vous pouvez choisir une prière, une phrase de remerciement ou un silence qui contient la reconnaissance. Après avoir enterré, se tenir un court instant, sentir la progression de l'action dans le corps, puis revenir aux gestes quotidiens. Les jours qui suivent l'enfouissement peuvent être surprenants. Pour moi, la routine quotidienne a gardé une couleur plus légère. Ce n'était pas l'explosion d'une transformation radicale, mais de petites attentions qui se sont accumulées. J'ai remarqué une capacité à calmer un échange tendu par une pause, une facilité à me lever sans la sensation de pesanteur matinale, un goût retrouvé pour des choses simples comme la saveur du pain et du café. Ce sont des indices que la pratique avait amorcé une réorganisation douce entre l'intérieur et le dehors. Parfois, dans la seconde semaine, une mémoire ancienne a remonté sous forme d'un mot entendu à la radio. Et j'ai senti la possibilité d'en parler à une amie, non pas pour chercher réparation immédiate, mais pour nommer une trace. Sarah, qui avait suivi moi aussi le protocole, a choisi d'enterrer le contenu dans le pot d'une plante qu'elle entretient sur son balcon. Elle m'a raconté « Après la mise en terre, j'ai dormi profondément 3 nuits d'affilée. Puis j'ai eu une journée d'ennui profond, presque de dépression. J'ai appelé une amie et on a pris un café. Ce vide n'était pas angoissant. C'était comme une chambre qu'on a vidée pour la nettoyer. Léa, elle, a préféré verser le miel dans la terre d'un arbre public proche de sa maison. Après avoir demandé le consentement d'un gardien du parc, j'ai ressenti de la libération, mais aussi la responsabilité d'être respectueuse dans l'action, m'a-t-elle dit. Myriam, qui vivait en appartement et avait craint le contact alimentaire, a placé le miel dans un petit pot scellé, posé sous son grand ficus en pot, puis a déposé le pot directement au centre du pot de la plante. Une brève cérémonie, a-t-elle noté, et ensuite une forme de légèreté nocturne que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Il est important de mentionner ce que l'on peut appeler des réactions, émotions, rêves, fatigue passagère, ou parfois des manifestations physiques légères comme des maux de tête brefs. Ces réponses sont souvent des signes que l'attention a déplacé quelque chose à l'intérieur. Elles ne sont pas des preuves d'une quelconque force mystique ni des garanties d'un changement monolithique. Si, au contraire, vous vivez des symptômes inquiétants ou une souffrance accrue, stoppez la pratique et consultez un professionnel de santé ou un accompagnant qualifié. Ce que je raconte reste toujours dans le cadre d'un accompagnement spirituel, non médical. Quelques précautions pratiques et logistiques méritent d'être rappelées longuement, pour que la pratique reste douce et sûre. Premièrement, la qualité du miel. Choisissez un produit pur, idéalement acheté localement auprès d'un apiculteur de confiance. Évitez les pots industriels très transformés. Le choix du miel participe au respect du geste. Deuxièmement, la conservation et l'hygiène. Ne laissez jamais un pot ouvert dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux. Si vous placez un pot dans la cuisine ou sous le lit, assurez-vous qu'il soit toujours fermé et protégé dans un récipient étanche, à l'abri des insectes. Troisièmement, les allergies. Si vous ou quelqu'un de votre foyer êtes allergique au miel ou aux produits apicoles, ne mettez pas de miel dans la maison. Il existe des alternatives symboliques, comme déposer une pierre douce, une petite bouteille d'huile d'olive scellée, ou même un textile imbibé d'une intention, qui porte le même rôle de rappel intentionnel sans mettre en danger la santé. Quatrièmement, les bébés. Ne placez pas de miel à la portée d'enfants de moins d'1 an. Même si le pot est fermé, la prudence prime. Vous pouvez aussi adapter la pratique à votre situation d'habitation. Si vous partagez un logement avec des personnes sceptiques ou qui ne comprennent pas, expliquez simplement. Je fais un geste pour cultiver un espace de douceur. Le consentement et la transparence sont essentiels. Si vous logez en colocation et que la présence d'aliments hors des contenants habituels pose problème, préférez la version en pot scellée et rangée dans un placard fermé, ou la substitution non alimentaire évoquée plus haut. Le rabbin m'a répété « La sagesse veut la responsabilité ». Le respect des autres et de la propreté domestique fait partie intégrante de la pratique. Il est aussi utile de savoir quand réitérer. Après avoir fait le cycle complet, 21 nuits de travail corporel, 3 gestuels dans la maison et le rituel du verre, vous pouvez décider de répéter certains éléments selon votre besoin. Certaines personnes renouent avec la pratique du nombril 1 fois par mois. D'autres gardent la respiration comme rituel quotidien.
Les gestes au foyer peuvent être renouvelés à l'occasion de moments particuliers. Rosh Hashanah, Rosh Hodek, un anniversaire personnel, ou simplement lorsque l'on sent que l'espace a besoin d'être réaccordé. Mais n'usez pas ces gestes comme des formules à répétition sans conscience. Le pouvoir est dans l'intention et la fraîcheur de la présence. Sur la question de l'interprétation, pourquoi ces pratiques peuvent-elles sembler fonctionner pour certains? Il y a plusieurs niveaux. Au plan symbolique, elles offrent une structure qui invite à la patience et à l'attention. Déposer du miel à l'entrée, par exemple, est un acte qui éduque notre regard à la douceur et nous rappelle de franchir la porte avec une volonté de protection. Au plan corporel, la respiration sur le nombril stimule la régulation du système nerveux par la prolongation de l'expiration et la tension somatique. Elle n'est pas une cure, mais une porte vers plus de calme. Au plan relationnel, les personnes autour de vous ressentent parfois la qualité de votre présence et y répondent. Enfin, au plan narratif, accepter qu'il existe des gestes qui ne servent qu'à marquer le temps et la patience, sans immédiateté, peut transformer l'attente elle-même en une expérience signifiante. J'aimerais aussi signaler quelques erreurs fréquentes que j'ai observées, afin que vous n'ayez pas à les traverser inutilement. Ne versez pas des quantités massives de miel partout. Le risque sanitaire et celui d'attirer des nuisibles sont réels. Ne laissez pas des pots ouverts dans des zones accessibles. N'interprétez pas chaque petit mouvement comme une preuve définitive. La vie suit des cycles, et chaque pratique entrelace seulement son fil. N'utilisez pas ces gestes comme remplacement d'un suivi thérapeutique si vous en avez besoin. Enfin, ne jugez pas votre propre expérience comme bonne ou mauvaise, selon des critères extérieurs. La pratique est un dialogue personnel. Revenons un instant au récit des personnes qui ont partagé le chemin avec moi. Sarah a relaté que, après avoir enterré son verre dans le pot de la plante, elle a reçu un appel d'un ancien collègue avec une proposition de collaboration inattendue. Elle n'a pas attribué automatiquement cela au rituel, mais elle a reconnu que sa manière d'y répondre avait été plus disponible et moins défensive. Léa a remarqué qu'en donnant attention à sa cuisine par le petit pot de 3 cuillères, l'équipe a commencé à simplifier les routines de gestion et à réduire le gaspillage. C'était une conséquence sociale et pratique, non un effet surnaturel. Myriam, qui avait longtemps vécu avec une sensation diffuse de séparation, a décrit un mouvement progressif de retour au corps. Je n'ai pas eu l'impression d'être guérie comme par magie, mais j'ai senti que j'étais plus présente pour de petits plaisirs. Sentir l'air sur la peau, m'asseoir en écoutant une voix douce. Cela suffit souvent. Ces histoires montrent la nature complexe et nuancée des transformations. Elles sont souvent faites d'échos dans la vie quotidienne plutôt que d'événements extraordinaires. Elles réclament la patience, l'attention et parfois la répétition. Elles demandent aussi une certaine humilité. La tradition nous donne des outils, mais c'est notre propre cœur qui travaille avec eux. Avant de conclure, je veux encore rappeler 2 choses essentielles. Premièrement, la pratique se nourrit de la qualité de l'intention. Il ne s'agit pas d'une incantation, mais d'un geste porté par la conscience. Une intention honnête, courte et réitérée, vaut mieux qu'une prière longue et livrée sans présence. Deuxièmement, respectez toujours la réalité humaine. Si vous traversez un trouble majeur, dépression profonde, épuisement extrême, douleur physique constante, ces pratiques peuvent accompagner un chemin, mais ne peuvent, ni ne doivent remplacer, un accompagnement médical ou psychologique. Cherchez de l'aide professionnelle quand cela est nécessaire. Si, après avoir lu ceci, vous sentez que ce secret ancestral vous appelle, je vous invite à l'expérimenter avec soin. Commencez par le geste corporel. 21 soirs. Main sur le nombril, respiration 4-6, intention courte. Ajoutez ensuite, si cela vous parle, les 3 gestes domestiques avec le miel. Une goutte à l'entrée, un petit pot de 3 cuillères dans la cuisine, 2 cuillères protégées dans la chambre. Enfin, si vous sentez que vous êtes prêt, et que les conditions sont sécurisées, le rituel du verre et sa restitution peuvent conclure le cycle. Si cette pratique a résonné en vous, j'aimerais que vous laissiez une trace ici. Écrivez « Le miel est mon allié sacré » dans les commentaires pour dire que vous participez à cette attention collective à la douceur. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait accueillir ces gestes dans sa maison. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres transmissions simples et respectueuses comme celle-ci. Ce n'est pas une invitation à croire aveuglément, mais à tenter avec prudence, en rendant à la tradition son humilité et à votre corps son droit au temps. Je terminerai par un souhait. Que votre espace intérieur et les lieux où vous vivez trouvent des passages de douceur.
que vous puissiez récupérer des morceaux d'énergie dispersés et apprendre à cultiver la patience nécessaire à tout changement. Que vos respirations retrouvent de la largeur, que votre seuil soit marqué par la bienveillance, et que la terre qui reçoit ce que vous rendez, vous réponde avec la discrète générosité de la nature. Merci d'avoir marché jusqu'ici, que la douceur vous accompagne. Shalom.